Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Nous sommes encore pour un autre numéro, en tout cas passionnant. Ça fait quelques mois que les thématiques que nous abordons dans cette émission viennent vers vous et vous les recevez avec beaucoup de bonheur. Nous sommes donc sur les questions essentielles, qui sont les questions de survie de la nation, des questions économiques. Il est vrai qu'il y a la politique, il est vrai qu'il y a les sociales, qu'il y a les culturelles, mais il est aussi vrai qu'une société, elle grandit par la capacité de production, de reproduction et de conservation. Nous sommes dans une économie, l'économie congolaise, c'est sa santé qui détermine notre santé. Aujourd'hui, j'ai une question de fond et une question avec laquelle nous allons traiter tout au long de cette émission, c'est est-ce que nous pourrons un jour arriver à l'indépendance économique? C'est vrai que pour arriver d'abord à l'indépendance économique, il faut d'abord maîtriser l'économie elle-même. Qu'elle vous appartienne ou qu'elle appartienne à d'autres forces, elle doit d'abord exister et vous devez la comprendre. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un, une lumière. J'espère que ceux qui nous suivent ce soir vont inviter mon invité à plusieurs autres débats parce qu'il faut éclairer notre opinion. Monsieur Alex Nchoué, bonsoir. Bonsoir. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Oui, bien sûr, c'était... Voilà. Alex Nchoué est congolais, il est vrai, même si le nom lui-même, il y a une très belle consommation. Vous êtes congolais, vous avez un master en économie, vous êtes doctorant en économie, en cours, là, vous êtes en train de préparer votre thèse, vous avez une grande expérience professionnelle. Vous avez commencé comme consultant à l'ANAPI, vous êtes assistant directeur général à l'ONEM, donc vous connaissez les questions de l'emploi et les questions des moyennes entreprises. Vous avez travaillé à la primature, vous avez travaillé au ministère de l'économie nationale, vous avez travaillé aux finances et au plan, je suppose comme conseiller. Vous avez travaillé aussi dans des organisations internationales, notamment à la BAD, PNUD, UNICEF et à la CIA. Vous avez donc une longue expérience aussi dans le secteur privé. Vous avez fait tout ça dans une seule vie. Vous avez, dans le domaine académique, vous enseignez depuis 2001, donc ça fait déjà 23 ans, à la faculté d'administration des affaires et des sciences économiques de l'UPC et à l'université de Mbujimaï, à l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi secrétaire du département des sciences économiques de l'université protestante du Congo. Donc quelqu'un d'outillé, dont le regard sur la question économique est un regard approfondi. Alors la question que je vous pose, et ce sera peut-être un prétexte, comment se porte l'économie congolaise? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation parce que c'est très important que l'on puisse, nous, apporter de la lumière à nos compères sur les défis et les problèmes que le pays rencontre, surtout sur le plan économique, car comme vous l'avez dit en introduction, la santé de l'économie détermine le niveau de vie de la population d'un pays. Et donc si l'économie se porte très bien, il va de soi que l'on devrait en ressentir les impacts sur le niveau de vie. Et quand ce n'est pas le cas, c'est qu'on sent aussi que ça ne marche pas. Et à cela, il y a quelques indicateurs qui poussent à s'interroger sur ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais déjà, d'entrée de jeu, il y a lieu de faire remarquer que notre économie ne se porte pas très bien. C'est vrai que depuis 2002, notre économie a repris le chemin de la croissance. C'est-à-dire que chaque année, on réalise un taux de croissance positif, c'est-à-dire que la richesse nationale augmente. Mais cette augmentation n'est pas ce que l'on devrait réellement observer compte tenu du potentiel du pays et compte tenu des besoins et des attentes de la population. En d'autres termes, c'est comme si on avait un géant, mais qui est à genoux et attaché. Certes, il est fort, il arrive à avancer, mais il avance à un rythme effréné. Et s'il était libre, debout, il marcherait plus rapidement et ses pas seraient donc plus importants et ça profiterait davantage à la population. Votre question soulève une autre question fondamentale. Quand je vous ai posé la question, est-ce que notre économie se porte bien? Dans votre réponse, vous êtes allé sur le social, en disant qu'elle ne se porte pas bien parce que le social n'est pas bien. Alors je me dis, c'est une question qui est d'ailleurs, qui revient beaucoup, on pose beaucoup cette question aux économistes. Est-ce qu'il n'y a pas amalgame? Je prends un exemple. Notre économie en tant que pays qui a connu l'esclavage, l'économie du Congo belge, c'était une économie prospère, avec énormément de croissance dans chaque année par rapport à la production. Mais la population congolaise, qui était pratiquement vouée aux travaux forcés, elle vivait mal. Donc, on peut avoir une économie prospère, mais une population, peut avoir une population qui a une vie sociale négative. Pourquoi vous liez les deux immédiatement? L'économie doit être au service du développement.
On ne fait pas C'est une l'économie. idéologie, ça. Non, c'est une C'est une réalité. école, c'est un courant. C'est une réalité. Parce que si nous faisons l'économie, c'est pour créer des richesses, des Oui. emplois, pour que les gens vivent bien. Parce que si on n'avait pas de revenus, pourquoi les gens iraient travailler? Les gens travaillent pour gagner de l'argent. Et l'argent, pourquoi? Pour arriver à financer leur plan de consommation. Donc l'économie a pour rôle de servir l'homme. C'est fondamental et c'est lié à l'existence même de l'homme. C'est important, ces préambules. Les Belges c'était notre force coloniale, donc c'était l'autorité coloniale. L'économie belge fonctionnait très bien. Les Belges tiraient des ressources du Congo et développaient leur pays. Leur économie fonctionnait bien. Non, justement, c'est-à-dire qu'ils ont exploité les ressources de la RDC Oui. pour servir leur cause. Mais Donc, pour- la même économie, elle était très bien en Belgique, mais elle était très mal au Congo. La même Justement, économie. c'est justement pour dire qu'il y a deux pays. Il faut, dans le paradigme bien séparé, on puise les ressources d'un pays et on va financer l'autre pays et on y développe l'industrie, ce qu'on n'a pas fait ici. On y développe la finance là-bas, ici on ne l'a pas fait. Ici, c'était juste un réservoir où on puise les matières et on ne les transforme pas localement. Or, l'économie, c'est un processus de création de richesse. Si on n'arrive pas à produire, à transformer la matière, à créer ce genre d'emploi, l'économie est malade. Et c'est ce que plusieurs pays connaissent en Afrique, malheureusement. Donc, si je comprends bien, l'économie congolaise est malade, pas parce que ses structures sont malades, mais parce que ses finalités sont malades. Parce que les structures ne sont pas bonnes et n'arrivent pas à répondre aux vraies préoccupations de la population. Et pourtant, cette économie a été mise en place avec un objectif précis. Nous avons tous appris que l'économie congolaise était extravertie. Justement, c'est ça l'erreur. Ces structures-là, l'erreur pour qui? Pour les Congolais ou pour ceux qui l'ont mis en place? Pour les Congolais, parce Bon, que est-ce que les Congolais ont déjà mis en place une économie? je suis dans cette logique de faire des réformes profondes pour changer le modèle Avons-nous économique. mis en place une économie? Nous avons, Nous avons hérité d'une économie. nous avons hérité d'une économie, mais c'est naturel. Mais par contre, nous devons faire des efforts pour faire un dépassement. On a eu une expérience, elle est passée. Arrêtons de regarder dans le passé, regardons dans le futur en tenant compte de ce que nous avons, de ce que le monde nous présente comme options et opportunités, et pour servir correctement ce que nous voulons en tant que nation. Allons au fond de la question. Oui. Nous avons hérité d'une économie qui était constituée fondamentalement de l'exportation des matières premières. 63 ans après, notre économie est constituée de l'exportation des matières premières. Justement, et là, ça amène à une interrogation. Oui. Est-ce que les décideurs politiques ont eu à mettre en place les mesures qu'il fallait pour réellement transformer cette économie et la mettre au service du peuple? Très bien. C'est ça la Est-ce que grande les question. Congolais avaient le choix? Y avait-il le choix pour changer cette économie? Mais bien sûr. Alors, ils allaient faire quoi? Admettons, nous sommes indépendants, nous avons une économie extravertie. Nous savons que si ça reste dans l'État, 50 ans après, la preuve est là, elle sera prospère pour les autres, mais la population ne se retrouvera pas. Quels sont les facteurs essentiels qui auraient pu être mis en branle pour que cette économie puisse changer? Nous, économistes qui étudions la question de la croissance économique, on reconnaît que le capital physique, les investissements, jouent un rôle important, mais ce n'est pas le seul facteur qui est à la base du progrès. Il y a aussi besoin que l'État dépense pour créer un cadre favorable au développement de l'économie à travers les infrastructures, un climat d'affaires assaini. Mais au-delà de cela, il y a d'abord l'homme, le capital humain. Mais est-ce que dans ce pays, on a un système qui favorise l'épanouissement de l'homme sur le plan humain? C'est la Après, grande question. c'est vous qui enseignez. Oui, nous on C'est enseigne. vous enseignez, mais- c'est vous qui formez des hommes ici. Oui, nous nous formons. Oui, Mais vous formez quelle des est hommes. l'organisation qui est mise en place pour accompagner? Des Il y a des universités, gens. Non, des universités, mais oui, mais l'université. des écoles techniques, tout est mis en place. Avec quelles conditions? Et là encore, il faut le dire, c'est peut-être sous le président Kabila ici qu'on a envisagé une majoration des salaires. Avant ça, c'était terrible pour les professeurs. Les rémunérations étaient très, très, très dérisoires. Et comment est-ce que vous pouvez demander à une personne de prendre du temps pour réfléchir sur les problèmes du monde? 60 ans durant, les conditions misérables de la population ont empêché l'élite congolaise de transformer son économie. Eh bien, effectivement, parce que... C'est des conditions misérables. Oui, mais quand vous... Ou bien ce sont les élites qui sont devenues des instruments Non, en fait, ça dépend de de cette quelle tendance élite. interne. Oui. Ça dépend Tout de le quelle monde, élite. parce que si le résultat est le même. Oui. Non, Nous ça- avons exporté le cuivre en 60, Oui. nous l'exportons en 2024. Oui. Le coltan, le cobalt, nous ne sommes qu'un pays qui exporte les matières premières. Justement, c'est pour dire que
la vision n'a pas été bonne et on doit changer de paradigme. Et ceux qui ont eu à gouverner n'ont pas eu cette vision-là et ils ont commis une erreur, ils ont péché. Voilà. Et donc, 2024, je reçois M. Alex Nchoué. Je voudrais que vous alliez au fond des questions. Oui. Je vous donne momentanément le pouvoir suprême, hein, de modifier les choses si vous pouvez les modifier. Alors allons dans les réformes. Je veux vraiment que ce soit quelque chose qui va être capté. Quels sont les déséquilibres, quelles sont les faiblesses de notre économie sur lesquelles vous avez réfléchi et pour lesquelles vous avez une certaine solution? Ok, merci beaucoup. Alors, premièrement, il faudrait que l'on parle du cadre général dans lequel s'inscrit l'activité économique. Oui. Il faut faire remarquer que le contexte politique et sécuritaire de ce pays a souvent été agité pendant plusieurs années. C'est ce qui a joué négativement sur l'économie. Et bien sûr, on peut faire mieux, mais l'homme politique trouve des prétextes dans l'instabilité politique et sécuritaire pour faire des dépenses non justifiées, manquer de discipline sur le plan financier et budgétaire, et c'est cela qui justement impacte sur la marche de l'économie dans son ensemble. Donc le contexte du pays a été assez préoccupant, mais il y avait lieu de faire mieux. Et aujourd'hui encore, si nous analysons de près la situation, on se rend compte que la situation pose problème parce que nous voyons que la situation macroéconomique n'est pas stable. La stabilité n'est pas au rendez-vous. Il y a beaucoup de perturbations qui s'observent. Certes, depuis 2001, nous avons repris langue avec les bailleurs, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, pour essayer de stabiliser. La BAD est venue appuyer, d'autres partenaires sont arrivés, mais il y a un manque de discipline dans notre façon de gouverner, ce qui fait que les résultats qu'on obtient généralement sont des résultats fragiles. Je vous donne des exemples. En 2001, on est arrivé à mettre en œuvre le programme intérimaire renforcé PIR, avec l'appui des institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Grâce à certaines orientations prises, notamment la décision d'exécuter le budget de l'État sur base caisse, c'est-à-dire dépenser en fonction des recettes qui sont arrivées, on a pu casser l'hyperinflation. On avait des taux d'inflation de plus de 800% dans les années 90. En 2000, on avait, ou 2001, 135% d'inflation. Quand on applique ce principe-là et on arrête le financement monétaire, qu'est-ce qui se passe? On passe de 135% d'inflation à 15%. Donc, on peut dire que si on est discipliné sur le plan budgétaire, on peut réduire les pressions sur le plan macroéconomique. Et c'est ce qui a justifié cette baisse de l'inflation. À l'époque, il y avait plusieurs désordres dans le système de change. On recourait à deux marchés, le parallèle officiel pour avoir la devise et les taux différents, il fallait unifier. Donc, il y a eu plusieurs problèmes sur le plan macroéconomique qui, malheureusement, sont récurrents. Ils reviennent. L'année passée, vous conviendrez avec moi que la situation macroéconomique a été très préoccupante. Sur l'année 2023, près de 30% de dépréciation monétaire. Le franc congolais a perdu sa valeur et on a assisté à cela. Pourquoi cela? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Parce que dans l'histoire de ce pays, je prends la période 2008-2011, c'est Moussito qui était Premier ministre. Si je ne me trompe pas, en moyenne, les réserves de change étaient à 880 millions de dollars. Et quand Matata a repris, c'était à 1,2-1,4 milliard. Mais le taux était plus ou moins stable. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre que durant l'année passée, on a vu cette dépression monétaire alors que le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale nous disent que les réserves de change ont atteint 5 milliards, un niveau historique. Vous voyez que ça, c'est paradoxal. Et moi, en tant qu'analyste, je me pose plusieurs questions pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je me demande, est-ce que les 5 milliards sont bel et bien là ou non? Et si c'est là, pourquoi on n'a pas utilisé ça pour stabiliser? Donc, ce sont des questions qu'on se pose en tant qu'analyste. Autre chose, la discipline au niveau de l'État, l'utilisation des outils de programmation, c'est une chose très importante pour garantir la stabilité. Lorsque l'État a un manque de discipline et qu'il creuse son déficit, cela impacte sur l'économie. Je vous donne un élément. Le président de la CENI nous a dit à nous tous qu'en décembre, il y aura bel et bien élection. Et il a demandé qu'on lui donne les moyens. Il a parlé à plus d'une reprise, mais on ne lui a pas donné. C'est comme un ressort qu'on est en train de presser. Et vous savez, quand on presse jusqu'au fond et quand on relâche, l'impact, c'est-à-dire quoi? Au mois de juillet, on va faire un paiement important en termes de centaines de millions de dollars en faveur de la CENI, en francs congolais. Vous voyez ce que ça suppose? C'est une pression. Et la CENI devait utiliser cet argent pour financer cette opération. Et donc, ça a touché le marché. Et du coup, le taux a même atteint, si je ne me trompe pas, au mois d'août, 2700 francs
pour $1 américain. Or, rappelez-vous que quand on a fait la réforme monétaire qui a créé le franc congolais, on était à $1 était égal à 1,3. Aujourd'hui, on est à 2700, plus de 2700. Donc, c'est comme si, en 26 années, on a multiplié le taux par plus de 2000. Et ça montre quelque part qu'il y a eu un échec sur la gestion macroéconomique. La Banque centrale n'a pas joué son rôle comme il se doit. Elle dirait qu'il y a eu des pressions de l'État, mais les deux, parce que nous, on a travaillé, comme vous l'avez dit, dans plusieurs cabinets et plusieurs ministères. Il y a eu aussi beaucoup de dérapages dans la gestion de la Banque centrale. La gestion du cadre macroéconomique, on en parle beaucoup. Les indicateurs que vous citez généralement, taux d'inflation, taux d'échange, les réserves d'échange même, mais nous sommes en programme avec le FMI. Oui. Et nous n'avons jamais atteint ces niveaux dans le programme avec le FMI. Donc vous pensez que le FMI s'est fait aussi berner par le gouvernement, alors que le gouvernement parlait de 5 milliards, donc c'est faux? Non, en fait, moi je suis, comme je l'ai dit, de ceux qui estiment que l'économie doit être au service de la population. Quand on parle de Là, nous sommes dans nous avons déjà dépassé ces niveaux. Non. Je parle, essayons de comprendre ce qu'il y a. Oui, je vois, mais aujourd'hui. oui. Revenez un peu sur les différents indicateurs. Oui. Le Fonds monétaire international vient de faire passer la 5e revue. Nous attendons la 6e revue. Oui. Donc, si elle est probablement satisfaisante, ça signifie que le Congo n'aura jamais atteint ces niveaux-là. Alors, je me demande comment se fait-il que, malgré tout ça, vous considérez qu'il y a une mauvaise gestion? Il y a des faiblesses. Je l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai dit, l'économie doit servir la population. Actuellement, si vous descendez sur les rues de Kinshasa, vous interrogez les gens, vous allez entendre leurs réponses ou leurs réactions, vous dire que non, le taux de change se déprécie. Et actuellement là, les fonctionnaires ne sont pas payés. Il y a des problèmes. Vous connaissez une époque dans ce pays où les gens se sont réjouis de l'économie de leur pays? Ici, bon, pas se réjouir. Nous sommes descendus, voilà, et puis nous avons vu que les gens il y a des moments où on a quand même pu observer les choses différemment. Mais c'est, en fait... nostalgie du passé. Oui, non, en fait, non, moi je suis progressiste, je ne suis pas là pour juste critiquer. Je dis ce qui ne va pas. Non, vous avez le droit de critiquer. Non, en fait, je dis ce qui ne va pas parce que tout le monde le voit, mais je vais aller vers des propositions parce que nous devons aider le pays à avancer. Ok, monsieur Alex, vous avez parlé de la rue, vous avez parlé de la population. Nous allons demander à la population ce qu'elle pense réellement de son économie. Suivons. D'abord, ce que je dirais de l'économie congolaise, nous avons une économie dépendante de l'extérieur, autrement dit une économie extravertie, et nous dépendons à 80% de l'extérieur. C'est-à-dire, si l'extérieur ne produit pas, ne nous propose pas, nous aurons des difficultés au niveau de notre économie. C'est cela que je pense de notre économie. Pour parler de l'économie congolaise, en somme, en tout cas, nous devons produire. Hein? Or, quand nous voyons très bien, chez nous, nous ne produisons presque rien. Nous sommes limités. Hein? Une production là, peut-être vivrière, pour faire vivre seulement la famille. Hein? Au lieu de vendre ailleurs, non. Donc, pour vous dire que chez nous, au Congo, l'importation, est supérieure par rapport à l'exportation. Parce que nous ne vendons presque rien. Bon, je dirais notre économie congolaise, vu l'allure auquel nous sommes en train de vivre, tout est dégoûtant. Tout est dégoûtant, fait, le taux continue à hausser du jour au jour et puis les prix sur les marchés continuent de changer du jour au jour. Je ne sais pas avec cette allure si nous allons finir où, parce que vraiment la vie est devenue très difficile sur le plan économique. Voilà, vous avez suivi. Quelque chose quand même, avant que vous ne réagissez. Les Congolais disent que le Congo ne produit rien. Mais nous sommes premier producteur du cobalt mondial. Nous sommes troisième producteur du cuivre. Nous sommes premier producteur du coltan. Mais les Congolais disent que nous ne produisons rien. Comment vous réagissez à ça? Bon, il faut comprendre que beaucoup ne sont pas économistes et n'ont pas peut-être l'expression exacte, mais nous n'avons pas une production diversifiée. C'est-à-dire qu'on a une gamme de produits. Il n'a pas tort, hein, le monsieur. Mais c'est limité. C'est-à-dire qu'on produit une gamme limitée de produits et une bonne partie de ce que l'on consomme provient de l'extérieur. C'est ça la difficulté.
Et ce qui fait que si aujourd'hui on ferme les frontières, on aura du mal à survivre parce que l'essentiel, ce que l'on consomme, provient de l'extérieur. Et ce qui nous donne de l'argent, c'est ce qui est vendu à l'état brut. Or, l'économie qu'il faudra avoir, c'est une économie qui transforme la matière, qui a des industries, qui arrivent à produire ce que la population demande directement. C'est ça, en fait, ce qui se passe. Et pour ça, en 60 ans, on a été incapable de diversifier notre économie. C'est quand même un échec. Pourquoi? La vision, la politique a posé problème. On n'a pas de vision, on ne prend pas les bonnes mesures. En 60 ans, on n'a personne qui a eu une vision, qui n'a pas compris que l'important c'était de transformer cette économie. Mais on l'a dit, déjà dans les années 60-70, il y a même Samir Amin, l'économiste égyptien, qui disait qu'il faut diversifier l'économie. Mais concrètement, quand vous regardez la structure de nos exportations, mais elle n'a pas changé. On reste exportateur des matières premières à l'état quasi brut. Et donc on n'a pas créé un mécanisme de transformation de l'économie, ce qui fait qu'on est au bas de l'échelle. C'est ça le problème. Mais laissez-moi un peu rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, je l'ai bien dit, l'économie doit être au service de l'homme. C'est-à-dire que quand on accumule les réserves de change, ce n'est pas pour le plaisir de dire qu'on a 5 milliards, c'est pour avoir un matelas sur lequel on peut se reposer pour intervenir sur le marché en cas de problème. Et si on n'a pas eu à intervenir, du coup, ceux qui analysent la question peuvent se dire, est-ce que les réserves là des 5 milliards sont réelles ou non, ou soit elles sont là, mais les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour accompagner. Vous devez savoir qu'il y a eu intervention quand même. Vous êtes un économiste, vous savez que le gouvernement est intervenu sur le taux d'échange, non? Oui, mais à quel moment vous savez ça, sinon nous n'aurons jamais eu stabilisé à ce haut niveau où nous sommes. C'est exagéré, mais vous savez que s'il n'y a pas d'intervention, nous serons à $1 à 4 000 $, 4 000 francs. Hein. Vous savez ça, non? Oui, non, l'intervention n'est pas à la hauteur parce que, justement, c'est ça la grande question. Comment se fait-il que, avec des sommes 880 millions, 1,2 milliard, on a pu avoir une meilleure stabilité qu'avec 5 milliards? Or, l'économie n'a pas fondamentalement changé en termes de structure. Ce qui veut dire que éponger la devise, ce n'est pas quelque chose d'énorme en termes de besoins. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Et c'est là que nous devons nous poser des questions. Oui, comment est-ce qu'on n'arrive pas à jouer ce jeu-là? Et si on n'arrive pas, on se pose d'autres questions. N'y a-t-il pas eu de la spéculation entretenue? Par qui? C'est ça la difficulté. Parce que même là, quand aujourd'hui vous allez à l'étranger, M. Kalenga il se retrouve en France, il a $1000, il va avoir des euros, mais il va avec son passeport, on l'identifie et on sait voir. Et du coup, quand le passeport se fait, l'institution qui reçoit note et tout remonte chez la Banque de France et on sait quel est le volume d'opérations qu'on fait au jour le jour. Est-ce le cas en RDC? Je change $1000 à côté ici. Qui sait? Est-ce que la Banque centrale le sait? Donc il y a un problème d'organisation de notre économie. Il y a beaucoup de choses qui font défaut. C'est comme ça que je vous ai dit, je vous ai donné tous les pouvoirs de ce plateau pour que vous puissiez proposer de vraies solutions. Alors laissez-moi aller. Je vous en prie. Alors, je vais poser d'abord les problèmes et ensuite je vais y répondre. Première chose, nous avons des niveaux de prix très élevés des biens de grande consommation. En économie, nous avons ce qu'on appelle la loi du prix unique. Vous avez remarqué pour certains biens de grande consommation, en Angola, le produit coûte peut-être $12, Congo-Brazza 13, RCA 14, Tchad 12. Vous voyez, donc c'est dans une même plage, mais pour le même bien RDC 40, 50, des prix atypiques. Pourquoi? Parce que justement, il y a des éléments qui dérangent dans la structure des prix. Il y a certes le coût de la douane qui est très élevé, et quand je parle de la douane, je vois l'ensemble du cordon douanier, mais à cela, il y a aussi un manque de contrôle dans la fixation des marges par les acteurs qui interviennent. Il n'y a pas un suivi. Or, l'État doit suivre pour que les entreprises puissent appliquer des prix vrais. Quelqu'un achète un bien en Chine à $100 et le revend à $800 en RDC. Comment vous comprenez ce genre de choses? Mais ça montre qu'il y a un problème de suivi. Et donc, il y a besoin d'agir dans le suivi des prix des grandes consommations pour arriver à lutter contre mais vous savez que le système congolais, c'est un marché libre. Le prix est fixé par la loi de l'offre et de la demande. Oui, la loi fixe les marges bénéficiaires et les opérateurs économiques calculent. Il y a une procédure pour calculer le prix de revient, mais c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Pour les produits pétroliers, il y en a de même aussi. Il y a une suivi des prix, mais les acteurs qui interviennent font de la supercherie et le premium, par exemple, tout ce qui est fret, assurance, transport, c'est l'entreprise qui déclare sans laisser à l'État le soin de faire une contre-vérification. Donc, comment réussir alors le contrôle des prix? Donc il faut que l'on mette... Il y a un ministère qui s'appelle le l'économie, dont le terme de référence, c'est le contrôle des prix. Donc, il y a des inspecteurs
Vous comprenez que qui descendent sur le terrain. Mais alors, moi, qu'est-ce qu'on peut encore faire au niveau de l'État moi, je vous qui n'a donne, pas été fait? moi, je vous dis que dans les pays voisins, c'est 10, 12, chez nous, c'est 40. C'est 8, 7 là-bas, c'est 30 chez nous. Qu'est-ce que vous comprenez? Alors que La douane. Il n'y a pas que la douane. La douane? Il y a la douane, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Notamment quoi? Parce que si ce n'est pas la douane, Non, mais... les transports, la douane, etc. mais je vous donne encore un exemple. Les impôts et tout ça. Il y a des opérateurs économiques véreux ici qu'il faut surveiller. Je donne un exemple. Moi et M. Kalenga, nous sommes associés. Je crée une entreprise ici et M. Kalenga et mon partenaire créent une entreprise au Brésil, par exemple. J'achète chez lui. Et on achète à vil prix, mais entre Brésil et RDC, on modifie les prix. Ce qui fait qu'à l'arrivée ici, les factures ont été modifiées et on vient appliquer des prix supérieurs. Et c'est pour ça qu'il faut... Alors là, maintenant, c'est quoi la solution? L'Organisation mondiale du commerce a, en 78-79, proposé un accord entre pays pour que les pays puissent suivre les prix des biens à partir des pays où on importe. Ce qui fait que si la RDC signe ce traité, on aura l'occasion de recourir à ce que les importateurs nous présentent comme prix ici pour vérifier la conformité et la vérité des prix. Et ça, c'est déjà un pas. Et ensuite, on se met à vérifier tous les éléments qui entrent dans la structure des prix pour rester dans la vérité des prix. Parce que c'est quand même choquant que dans la région, on ait un niveau moyen de 12 et chez nous, c'est 40. Et il y a aussi des efforts à fournir, certes, au niveau de la douane. Et on l'a dit. Mais depuis plusieurs années, on sait de dire qu'il y a trop d'intervenants au niveau du cordon douanier. Les prix qui sont pratiqués sont prohibitifs. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le courage de faire tomber ça pour avoir une économie compétitive? C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de gouvernance. Maintenant, le lien que vous faites entre la hausse des prix et les taux d'échange. Oui, je vais arriver justement à cette question du taux de change. Mais d'abord, là, c'est important parce que là, il y a une action à mettre en termes de contrôle des prix. Et si on le fait et qu'on revenait à la vérité des prix, ce sera un premier ouf de soulagement. Donc il faut avoir d'abord des informations sur les prix pratiqués dans les pays. Il faudrait que le pays ait une base. Le ministère de l'économie doit avoir une base de données où on reprend tous les importateurs, ceux qui importent, les lieux d'importation. Et de là, on peut vérifier et on peut voir les prix qu'ils ont pratiqués, le coût du transport. Et après, on sait voir que tel, normalement, son prix de revient est d'autant. Et quand il applique les 20% de la marge bénéficiaire, il doit être à tel niveau. Et quand les gens débordent, c'est là que l'État fait la régulation des prix. Mais est-ce qu'on fait la régulation? Donc là, il y a un travail à faire. Et c'est une mission que le gouvernement qui viendra devrait prendre en charge pour aider le président à répondre à ses engagements qu'il a pris pendant la campagne. Au niveau monétaire, puisqu'on en parle, il y a un problème d'abord de discipline sur le plan macroéconomique. On a parlé du rapatriement des devises. Si j'ai posé la question de savoir si les 5 milliards sont bel et bien là, c'est parce que, justement, quand on a assez de devises, les marges de manœuvre d'intervention sont grandes. Mais ici, on ne le constate pas, parce que 30% des déplacements monétaires sur toute l'année 2023, c'est énorme. Vous avez raison. Ça, c'est un problème. Et donc, par là, je voulais dire que la Banque centrale doit faire un effort pour mieux suivre le rapatriement. Parce que je suis prêt à parier que le rapatriement s'est fait correctement. Il y a de la supercherie. Et en tant qu'enseignant, j'ai rencontré des gens qui travaillent à la Banque centrale, médecins étudiants. Donc, il y a surtout les rapatriements viennent beaucoup plus dans le secteur minier, ceux qui ont des gros revenus. Oui, le suivi n'est pas bien fait. Il y aurait même, c'est possible qu'il y ait de la corruption dedans. Effectivement. En disant, voilà, nous rapatrions, mais en réalité, on n'a pas rapatrié. Voilà, ou bien on rapatrie, ça entre dans une banque commerciale et ça ressort directement, ou ça passe par la sous-traitance, et c'est le pays qui perd. Et justement, ça demande une meilleure gouvernance au niveau macroéconomique. Donc la Banque centrale doit mieux surveiller ce genre de choses. Ça, c'est une chose. La Banque centrale doit veiller à ce que l'utilisation des devises qui sont disponibles se fasse de manière optimale. Il y a des paiements que l'on fait en faveur des Congolais, mais qui sont des temps faits en dollars, alors qu'on doit payer en francs congolais. Moi-même, à l'époque, puisque vous avez dit cela, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets ministériels. Mais il y a des ministres qui, à un moment donné, m'ont attaqué pour dire « Non, mais comment est-ce que vous payez nos factures en francs congolais ?» J'ai dit « Mais vous êtes ministre de la République. Nous sommes en RDC. La monnaie, c'est le franc congolais, c'est la souveraineté. Pourquoi vous refusez que l'on vous paye en francs congolais ?» Or, le peu de réserves qu'on a en devises, on doit garder ça soigneusement ou jalousement, de manière à avoir des leviers pour pouvoir... Avec des salaires souvent exorbitant, quand vous voulez payer un ministre ou un DG en francs congolais, il doit louer un camion. Bon, oui, on le paie en francs congolais, mais là, il y a une réponse. Je vais arriver parce que vous avez dit qu'il faut des réponses. Je vous donne des réponses. Là, il y a un problème. Au niveau aussi budgétaire, il y a beaucoup de problèmes.
la gestion des finances publiques pose beaucoup de problèmes en termes de programmation. Des fois, la programmation ne tient pas. Ce qui a été prévu, ce qui est exécuté, il y a des écarts. Et cela a un impact sur l'équilibre global. Donc, en gros, parce qu'il faut quand même qu'on aille... Oui, donc... en gros, vous reconnaissez qu'il y a un vrai problème de discipline budgétaire. Oui, il faut. Et actuellement, là, par exemple, on a encore un problème puisqu'on n'a pas payé les salaires parce que justement, il n'y a pas assez de ressources. Et pourquoi? C'est parce que si on a pris des avances sur les miniers qui payent les impôts. Et pourquoi on a pris ça? Vous pouvez avoir des dépenses de souveraineté. Non. On n'allait pas en parler ici, mais vous êtes censé savoir quand même que le pays a des pressions des dépenses régulières. Oui, nous sommes en guerre. Dans un secteur que vous connaissez. Oui, mais voilà. Justement, en période de crise, on serre la ceinture. Il faut réduire certaines dépenses pour arriver à respecter la contrainte budgétaire de l'État. Si aujourd'hui il y a des prestations, c'est aussi parce que les comptes d'État sont en déséquilibre. Il faut rééquilibrer. En déséquilibre parce que nous sommes en guerre. Non. On peut s'imposer, c'est-à-dire réduire certaines dépenses courantes qui n'ont pas d'importance et on verra ça après. Mais on ne peut pas non plus avoir une économie toute normale, tout nickel, alors qu'on est en guerre. Oui, est-ce que Quel est l'impôt? Oui, bien sûr. Oui, non, la guerre... Nous n'avons qu'une seule caisse. La guerre, on vit avec depuis des années. Mais je veux dire que les pressions viennent d'augmenter. Mais en 2023, au début de l'année, ce n'était pas le cas. En 2022. Mais bref, c'est pour dire quoi? Solution. Je vais vous poser une question, vous allez me donner une solution. Donc, si je comprends bien, je vous comprends, vous êtes pudique, vous ne voulez pas dire les choses de manière non, je suis crue. La Banque centrale ne fait pas son travail. Ce n'est pas satisfaisant. Il y a beaucoup de choses. La Banque centrale a failli. Oui. Dans certains domaines, surtout dans le contrôle macroéconomique. Alors, malgré que... Pourquoi on parle de 16 milliards alors? C'est aussi une fiction. Oui, 16 milliards, c'est une prévision, ce n'est pas la réalisation. C'est une prévision. Oui. Très bien. Alors, nous allons aborder une autre question. Mais je voulais quand même vous donner peut-être 2-3 éléments sur les finances publiques qui... je vous en prie, faites vite parce que oui, bon, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je sais. Alors, regardez bien. Pour ce qui est des recettes de l'État, on dit que les recettes ne sont pas suffisantes. Et c'est vrai, parce que nous qui avons analysé ça... Malgré 16 milliards, malgré 14 milliards... On peut faire plus que ça. Oui, mais non, mais d'abord, faisons ce qu'on a dit. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a trop d'interférences dans la collecte des recettes. C'est depuis des années que ça se fait. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, M. Kalenga, il doit payer les impôts, mais il est ami d'Alex Choué, et qui est peut-être un homme influent dans le système. Eh bien, l'homme influent que je suis, je vais intervenir pour que M. Kalenga, qui est mon ami, ne paye pas les impôts comme il le doit. Ça, c'est un problème. Ça se fait dans ce pays. Il faut arrêter ce genre de pratique. Vous connaissez la maladie de l'économie congolaise, c'est la corruption. Oui, mais il faut... Vous le savez que c'est la corruption. Mais il faut que l'homme se lève et dise non, parce que sinon, on va continuer à pleurer. L'IGF fait des choses, non? Par rapport à ça. Il faut renforcer. Voilà. Il faut renforcer. L'IGF fait un travail, mais il faut renforcer. Et il faut que l'on soit encore plus pointu dans ce travail-là. Alors ça, c'est une chose. Je vais encore, pour ce qui est des recettes d'exportation, mais... est-ce que le pays tire suffisamment profit de ce que l'on devrait gagner en termes d'impôts? À l'époque, je me rappelle qu'on avait interdit que l'on puisse faire des exportations en termes de remblai. C'est-à-dire qu'on prend une terre et on déclare qu'il y a de la cassitérite et c'est sur base de juste ce produit qu'on déclare et on fixe les impôts. Alors que de cette terre, on retrouve cassitérite et cobalt. Les métaux accompagnateurs. Voilà, les métaux accompagnateurs. Donc, ce genre de choses, il faut combattre. Il y a des gens qui ne passent plus par le centre national d'expertise pour que l'on puisse évaluer. Mais si on ne fait pas ça, comment veut-on augmenter les recettes de l'État? L'argent de l'État est mal utilisé. Aujourd'hui, moi et M. Kalengai, nous faisons à la demande du ministre de tutelle un travail qui donne lieu à une prime de $300. Ça veut dire que chacun aura $600. Mais quand on fait la liste de paye, on a 300 personnes. Donc, il y a 298 personnes qui sont sur la liste de paye qui reçoivent de l'argent indu. Et c'est une monnaie fréquente. Mais avec ça, comment voulez-vous dégager des économies pour financer les routes, financer la gratuité de l'éducation, la gratuité de la maternité? Comment? Nous allons examiner tout à l'heure quelques propositions que vous faites parce que vous avez été très clair et très précis. Mais qu'est-ce que la population elle-même pense de ce qu'il faut faire de l'économie? Suivons ce dernier reportage. Pour améliorer notre économie, j'ai juste 2 petits points que je dois énumérer. Il faut relancer notre économie d'abord. Mettre fin à l'importation. Parce qu'on importe plus qu'on exporte. Deuxième point, le pays doit produire comme vers les années 60-70. On produisait autant de minerais.
Maintenant, ce n'est pas le cas. Parce que la production, c'est le reflet même de la santé économique d'un pays. Comme s'il n'y a pas la production, sachez bien qu'on va tourner vraiment en rond. La production, est-ce que nous, on ne savait pas, à l'époque, quand on exportait autant de minéraux, on avait autant de dollars en retour. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Donc c'est ce que je viens de dire là, que la production, c'est le reflet de la santé économique d'un pays. Moi, je pense que nous devons d'abord commencer à augmenter la production intérieure, c'est-à-dire promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir la production locale, et cela permettra à notre système économique de moins dépendre de l'extérieur. C'est une solution, mais aussi lorsque vous produisez, vous êtes un Congolais, vous produisez des tomates et il y a un Français qui ramène des tomates de l'extérieur, nous devons taxer les Français de telle façon que lorsque vous serez dans le marché, qu'il y ait une concurrence loyale, de telle façon que le produit vendu par un Congolais et celui qui est vendu par un Français, qu'il n'y ait pas de déséquilibre et que le Congolais puisse bénéficier aussi. Moi, je pense que c'est au niveau de l'État congolais de prendre soin, surtout le ministère de l'économie, de chercher de trouver la solution possible pour faire baisser les taux à un taux qui peut servir à tout le monde. Mais il faut produire, nous devons produire, il faut des hectares, hein? Il faut produire, nous devons cultiver, nous avons quand même les terres arabes ici. Hein? Il fallait vraiment cultiver et cultiver d'une façon industrielle, quoi. Hein? Nous devons produire beaucoup et vendre un peu à l'extérieur, soit au niveau de l'Afrique ou bien dans d'autres pays. Hein? Voilà ce qui nous freine un peu chez nous ici. Jusqu'à l'économie, nous sentons presque rien. Vous voyez le désarroi de la population, les difficultés. Alors, vous avez quelques propositions, je vous ai essayé de les commenter. J'ai essayé de lire un peu vos propositions. Vous dites, par exemple, que vous suggérez qu'il y ait interdiction du commerce de devises sur les rues. Donc, pour vous, il faut absolument fermer les cambistes qui vendent sur les rues. Il faut créer des bureaux d'échange par des institutions financières agréées. Il faut identification de tous les cambistes des rues et leur intégration dans les bureaux d'échange de manière à ce qu'on puisse contrôler les flux de devises aux frontières. Voilà la première proposition. Vous pensez que c'est faisable? Tout est faisable, c'est question de volonté et de discipline. Mais au regard de la situation économique actuelle du pays, moi, ma proposition a 3 composantes. Première composante, c'est la normalisation des prix et aller vers une réforme monétaire pour régler un ensemble de problèmes que l'on connaît ici, notamment la dollarisation, la thésaurisation, le faible effet levier du secteur financier. Ça, c'est première composante. Deuxième composante, c'est mettre en place un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Et enfin, troisième composante, mettre en place un programme de transformation de l'économie. Et je rencontre justement votre préoccupation et ce que certains ont eu à dire tout à l'heure là. C'est-à-dire que nous produisons, mais nous produisons quoi? Et est-ce que cette production rencontre la demande interne? Donc, voilà. C'est pour ça que les autres pensent que nous ne produisons pas. Parce que justement, ce qui s'est produit ici, c'est parce que nous consommons. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, ce sont les 3 composantes de l'action à mener. Et donc, pour ce qui est des prix, comme j'ai dit tout à l'heure là, le ministère de l'économie a un travail à faire dans la construction des bases de données, dans le suivi de la détermination des prix de revient et l'application des marges bénéficiaires pour les prix des biens de grande consommation et les prix des produits pétroliers avec impact. Vous proposez aussi le plafonnement du paiement en cash. Oui, ça c'est justement au niveau de la réforme monétaire. Voilà, vous parlez de $500 maximum. Et puis vous suggérez que l'on puisse passer à des terminaux, par exemple, à des paiements par le numérique, quoi. Si vous Donc, quand je parle de réforme monétaire, certaines personnes qui m'ont interrogé sur la question n'ont pas au départ compris ce que je voulais dire. En fait, il y a une crise de confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le taux est en train de se déprécier. Même si le taux est stable, si M. Kalinga reçoit 10 millions de francs congolais, premier réflexe, il va aller faire quoi? Changer son dollar. C'est pour dire qu'on a perdu confiance dans cette monnaie. Et il faudrait recréer cette confiance. Mais cette confiance, on va la recréer comment? C'est pour ça que je dis que je pense qu'une réforme monétaire est importante, mais à cela, il faut adjoindre des mesures de surveillance de la gouvernance de la Banque centrale et de la gestion des finances publiques. Parce qu'on peut bien modifier la parité, prendre des mesures
sur l'organisation du cambisme, comme j'ai dit sur Twitter là-bas. Mais si la gouvernance au niveau de la Banque centrale et des finances pose problème, on va revenir à nos épisodes de dépréciation et ça va à nouveau affecter la confiance et la considération que les gens ont envers la monnaie. Donc, on fera un retour. Donc, pour moi, la réforme, c'est quoi? Nous sommes à la 4e réforme monétaire. Hein? Oui, mais si hier, on a échoué, c'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras. Parce qu'hier, effectivement, on a échoué parce que les réformes étaient mal préparées. Pour moi, la réforme que je propose, c'est pas directement. Il faut prendre une année au moins de préparation, mais on examine les problèmes. Il y a le problème de la dollarisation de l'économie. Il faut dédollariser l'économie. Mais si on ne restaure pas la confiance... C'est une option parce que apparemment le dollar ici, c'est pratiquement une monnaie concurrente, même pas concurrente, concomitante avec le franc congolais. Il y a des fois la concurrence, il y a des fois la concomitance. Oui. Mais ça montre que la Banque centrale n'a pas le contrôle de la masse monétaire et c'est tout un problème. Et donc les mesures que je propose visent à améliorer la qualité de l'action de la Banque centrale. Quand je parle par exemple du changement des signes monétaires, ça permet de sortir les encaisses que les gens ont à domicile pour ramener ça vers le circuit bancaire. Et on prend des mesures, des dispositions. Quand quelqu'un va peut-être échanger ce qu'il y avait comme argent, et on lui impose de tout mettre en banque et d'avoir un plafond à domicile de 10 000 nouveaux francs congolais, que je propose bien sûr, équivalent de 10 000 maximum qu'on peut avoir à domicile. Ça évite de garder beaucoup d'argent hors circuit bancaire. Une chose, le commerce de l'argent. Aujourd'hui, M. Kalenga, il peut changer 100 milliards de francs congolais sur le marché. Mais il a trouvé ça où? Comment est-ce que la CNRF, la cellule de renseignement financier, peut savoir que M. Kalenga est? Parce qu'il n'y a pas l'information. Mais si on rentre vers des bureaux d'échange agréés qui fonctionnent selon les règles de l'art et chaque jour font des rapports qui remontent vers la Banque centrale, on peut voir si quelqu'un a fait des opérations atypiques, on sait voir qu'il y a un problème et on sait toucher la personne parce qu'il y aura besoin d'avoir l'identifiant de la personne. M. Kalenga, pourquoi? Ça vient d'où? Mais on n'a pas ça. Comment voulez-vous que l'on puisse faire un contrôle de la masse monétaire en circulation? À quoi devra servir les centres financiers Pimpa neuf que nous avons acquis? Bon, là encore, il y a beaucoup à faire. Je vais arriver... non, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous poser encore 2-3 Non, mais en fait, le centre financier, oui, c'est en fait une infrastructure que l'on met en place pour développer l'activité financière et contribuer à l'investissement, à la production et au développement de l'économie. C'est ça le rôle d'un centre financier. Moi, je pense qu'on devrait avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait créer une place de négoce de matière ici pour arriver à donner un contenu à ce centre financier. Quand j'ai suivi à la télévision, certaines personnes parlaient, dès qu'on va y loger les bureaux du ministère du Budget, Finances et autres, là, c'est pas ça le rôle du centre de la financier. bureaucratie. Oui, c'est pas ça un centre financier. Un centre financier, c'est une place de négoce des titres financiers et des affaires. Non, j'espère qu'à l'intérieur, là, il y aura des endroits où l'offre financière et la demande vont se rencontrer. Bon, il faut créer, en fait... ça doit exister, sinon ça sera... Oui, ça sera mais jusque-là, vous savez que le taux de refinancement de l'économie est très faible. Au niveau de la région Afrique subsaharienne, la moyenne des crédits à l'économie par rapport au PIB est de 40%. Ça va? Mais en RDC, nous sommes à moins de 10%. C'est-à-dire que l'argent que l'on collecte ici finance faiblement notre économie, ça va ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une politique de financement. C'est comme ça que dans la réforme monétaire, je propose aussi que l'État mette en place une politique de financement de l'économie. On attire plus de ressources, on voit même comment attirer les ressources chez les BRICS, tout ça, et on voit comment mieux financer l'économie avec des prix abordables pour les services. J'ai vu un économiste congolais, Noël Tchani, parler des coûts élevés des produits financiers. Mais il a raison. Mais il faut justement agir. Pas en allant vers la coercition, mais en trouvant des réponses idoines aux problèmes en présence. Donc, en tout cas, vous êtes une mine d'informations et on ne pourrait pas l'épuiser aujourd'hui. Je me rends compte bien que les temps que j'ai consacré est très, très limité. Je voudrais donc vous promettre, et surtout promettre aux téléspectateurs, que vous allez revenir, vraiment revenir, surtout dans les émissions spécialisées comme invité de l'économie, parce que et je voudrais demander ici à la production surtout de préparer cette émission où vous allez d'abord, avant tout, revenir sur la réforme monétaire que vous proposez. Nous allons prendre simplement ce sujet parce qu'aujourd'hui, nous avons visité beaucoup de sujets. Oui. Nous ne les avons pas totalement approfondis, mais vous avez dit des choses qui demandent approfondissement. Donc, oui, je voudrais annoncer à nos téléspectateurs qu'avec votre disponibilité, vous serez reçu par notre expert en économie. Vous allez donc
revenir sur la réforme monétaire. Oui. Alors, la dernière question pour clôturer cette émission, c'est sur l'agriculture. Donc, notre pays, est-ce que notre économie fera face aux exigences de toutes les transitions dont on parle? Parce qu'on parle de la transition énergétique, on parle de la transition numérique et tout ça, mais en même temps, quand on parle de diversification de l'économie, tout le monde voit l'agriculture, mais personne ne fait de l'agriculture. Mobutu en a parlé, Kabila père en a parlé, Kabila fils en a parlé beaucoup d'années, Tshisekedi en parle, tout le monde voit que c'est l'agriculture, mais personne ne l'a fait. Pourquoi? Bon, comme je l'ai dit au départ, il y a un préalable, c'est la gouvernance. Ouais. C'est un élément très déterminant. Les choix que l'on opère en tant que décideur politique déterminent aussi la marche de l'économie. Et donc, le problème, c'est qu'on annonce et on fait peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, il y a eu un effort. Bon, vous avez dit qu'il faut être honnête. La part du budget consacré à l'agriculture est passée à 10% aujourd'hui. Or, sous Mobutu, on disait que l'agriculture était priorité des priorités, mais l'agriculture ne faisait même pas 3% du budget de l'État. Et ça montre qu'il y a un slogan. Donc, il y a un problème réel, c'est que le potentiel existe. Qu'on ne trompe pas, le potentiel est là. Il y a des gens qui travaillent la terre. Je viens de faire une étude pour le compte de la BAD. J'ai sillonné le pays. J'étais donc dans les provinces. Il y a des entreprises privées qui font quelque chose, mais malheureusement, l'accompagnement pose problème. Ils ont un accès difficile au crédit, au financement. C'est pour ça que quand je parle d'une politique de financement, c'est que l'État doit mettre en place une politique pour mieux financer les secteurs de production, notamment l'agriculture. On donne des produits inadaptés aux agriculteurs. Ça dérange. L'accès aux intrants pose problème. Il y a la concurrence des produits des pays voisins qui entrent et l'OCC laisse passer cette chose, des produits avariés même, mais qui concurrencent la production locale. Vous avez suivi l'intervenant qui a eu à parler tout à l'heure. Il a fait remarquer qu'il y a besoin de mettre en place une politique de protection. Mais de la production locale. Il y a, si vous allez... Comment protéger un pays qui importe tout alors que la production locale est sacrifiée? C'est une question de stratégie et de volonté. Merci beaucoup Alex Nchoué, monsieur Alex Nchoué, merci. Je rappelle que vous êtes doctorant en cours. En tout cas, j'espère vraiment que votre thèse va... Il ne faut pas trop traîner, hein? Vous avez un peu traîné, non? Oui, bon, faites le travail avec... Alors, donc, revenez vite et enseignez ces choses aux jeunes gens, mais surtout aussi impacter beaucoup la décision politique. Nous l'avons fait et nous sommes contents d'avoir eu un invité de marque. Nous espérons que notre économie va se porter mieux dans les jours qui viennent, mais elle a besoin d'être réformée. Si elle n'est pas réformée, si on n'est pas indépendant économiquement, nous aurons vécu plus en vain comme esclaves de la volonté et des projets des autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Chemin Gris, c'est terminé en tout cas. Portez-vous bien et restez sur Géopolis Télévision. Les programmes continuent. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.